Bien, mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire consacré à la restructuration des chaînes de valeur. Un webinaire qui est aussi un événement franco-allemand, puisque notre débat sera quelque part un regard croisé entre une économiste allemande et une économiste française sur cette question. Et c'est une manifestation que nous avons pu organiser grâce au soutien de la Fondation Hanns Seidel, que je remercie vivement. Et je vais, sans plus attendre, donner la parole au directeur du bureau de Paris de cette Fondation Hanns Seidel, Philippe Ziegert. Merci beaucoup. Good evening and welcome also from my side to this webinar. We are very happy to be here at the IFRI together with our two speakers of tonight, Professor Dalia Marina and Professor Patricia Comment. The Hanns Seidel Foundation is one of our 7 political foundations in Germany that are also active internationally and do the work to contribute to political and societal dialogue. We are very happy to have tonight a subject that is of importance, not just economically, but on several levels. It concerns obviously economic policy, it concerns industrial policy. It is a question in a larger sense of where we are headed or perhaps not headed as far as globalization is concerned. So I'm very much looking forward to the 2 presentations and to the discussion that we're going to have. Thank you for being with us and thank you for the accueil here at the IFRI. Merci beaucoup, Philippe. Donc, nous allons commencer. Donc, je vous invite à poser des questions, si vous le souhaitez, au fur et à mesure de notre discussion, en utilisant le fil de discussion. Et nous aurons une partie d'échange en utilisant vos questions et en les posant à nos intervenants. Donc, je vais introduire brièvement notre sujet. Comment la pandémie de Covid-19 a-t-elle accéléré la restructuration des chaînes de valeur? La crise du coronavirus a confronté les pays de l'Union européenne à des difficultés d'approvisionnement pour un ensemble de produits critiques, en particulier les équipements de protection médicale et certains médicaments. Ces difficultés ont révélé la forte dépendance de l'Union européenne vis-à-vis de fournisseurs étrangers, une dépendance qui a aussi été perçue comme une forme de vulnérabilité dans une phase critique pour certains approvisionnements. La réduction de cette vulnérabilité s'inscrit désormais parmi les objectifs de l'Union européenne dans la phase post-crise. Mais ce débat, qui est né dans le cadre de la crise du Covid-19, fait écho à un débat plus large, plus ancien, qui est relatif à la restructuration des chaînes de valeur au plan global. Ce débat s'est développé notamment à la suite de la crise financière de 2008 et qui a conduit les entreprises, les acteurs économiques à s'interroger sur l'efficacité des chaînes de valeur devenues très complexes et rendues vulnérables en raison de la forte dépendance à certains fournisseurs. Ce débat est donc multidimensionnel car il intègre plusieurs catégories de considérations. Une réflexion politique qui s'appuie de plus en plus sur un besoin de sécurité relative aux moyens de réduire les dépendances dans certains secteurs considérés comme stratégiques. Ces dépendances peuvent soit générer des pénuries, je pense ici à la question des semi-conducteurs dont nous parlerons tout à l'heure, soit peuvent se transformer en instruments de coercition au service d'un pays contre un autre. C'est aussi et avant tout une question économique
qui est relative à la façon de concevoir la mondialisation et relative à l'efficacité du modèle sur laquelle elle s'est construite. La relocalisation des chaînes de valeur inaugure-t-elle un mouvement inverse à celui des délocalisations que nous avons connues au moment des années 90 ou depuis les années 90? Ce mouvement s'était alors traduit par des délocalisations massives d'activités industrielles dans des pays émergents pour des raisons de coût ou de recherche d'avantages comparatifs. Et donc, cela a conduit à la constitution de chaînes de valeur globales, complexes et interconnectées. Peut-on aujourd'hui concevoir une meilleure allocation des facteurs de production en prenant en compte les progrès technologiques accomplis ces dernières années? Si oui, quelles seraient les solutions envisageables et quel en serait l'impact sur les économies concernées? Quels enseignements l'économie allemande tire-t-elle de ces évolutions et quelles en seront les implications pour son modèle économique qui est sans doute le plus extraverti en Europe? Donc, quelles sont les questions qui vont guider notre débat ce soir autour de deux intervenantes que nous avons la chance d'accueillir et que je vais présenter brièvement. Tout d'abord, Dalia Marin, qui est professeure d'économie internationale à la School of Management de l'Université technique de Munich, la célèbre TUM. Elle est également chercheuse au Center for Economic Policy Research et chercheuse associée à l'Institut Bruegel. Et ce qui a motivé notre réunion de ce soir, c'est le fait qu'elle a coordonné, dirigé une étude très importante sur la restructuration des chaînes de valeur et dont elle va nous présenter ce soir les principales conclusions. À ma gauche, Patricia Commun, qui est professeure de civilisation allemande à l'université de Cergy, qui est directrice du master langue et commerce international. Patricia Commun est une spécialiste de l'économie allemande et elle est également l'auteur d'un livre qui s'intitule « Les ordolibéraux, histoire du libéralisme à l'allemande » et elle contribue régulièrement à des publications sur l'économie allemande et l'évolution de l'économie allemande. Maintenant que nous avons posé le décor, je vais donner la parole à Dalia Marin en téléchargeant tout d'abord son intervention qui va lui servir de fil conducteur. Okay. Thank you very much. I'm very happy to be here in Paris. I haven't been here for 2 years, so it's very exciting for me to be back here in Paris again. I have a long-term relationship to Paris because my most important co-author works at Paris School of Economics. The topic I'm going to talk about is the future of globalization. And what I mean by that is basically the relationship between global supply chains and robots. We had the period between 1990 to 2008 was called the period of hyperglobalization. It started with the fall of communism in 1989 and the entry of China into the WTO in 2001. During this period, there was also a revolution in transport, the so-called containerization, and both of these features, the opening up of countries with low wages and low transport costs, made the business model of producing in global supply chains very profitable. So what we were observing is an explosion of global supply chains
in the world. The figure that I'm showing you now is the openness of the world economy, which is expressed by exports plus imports to gross domestic product. And what you can see here is that beginning from the 1990s, there was an explosion of the openness of world trade, which was called the area of hyperglobalization. And this explosion stopped in the financial crisis in 2008. So you see a sharp drop in the openness of the world economy. So trade in percent of GDP collapsed, then recovered. And since 2011, there is no further openness in the world economy. So what happened is in the financial crisis, we call that the end of the era of hyperglobalization, because since the year 2011, global value chains stopped to expand. And these global value chains accounted for 60% of the growth of world trade. And when you look at the evolution of global value chains, which this figure shows, you see basically a pattern that looks exactly the same as the openness, as the evolution of the openness of the world economy. We see a collapse in the financial crisis, a recovery until 2011, and then a stop in expansion. So the question I would like to raise is, why have global value chains stopped to grow after the financial crisis? So basically, what we argue in this study is that the financial crisis changed the relative costs of global value chains and robots. So basically what happened in the financial crisis is there was an increase in uncertainty because people thought that nothing is the same as before because the financial crisis was such a shock. And that made the global value chains more costly because now firms expected that that the delivery of their inputs is going to be more risky, and maybe there is going to be more protectionism because of the financial crisis. So firms may put taxes on trade, and that would of course make the business model of producing in global value chains where you cross the border several times more costly. And at the same time, the cost of financing a robot relative to an hourly wages declined sharply. Let me show you this. Here I'm showing you the decline of the relative costs of robot financing. So when you look, for instance, at Germany, what you see, this is the red line in the picture. I show you after France, but in Germany, what you see basically, there is a sharp drop in the interest rate relative to hourly wages. So in the financial crisis, they dropped more than 100%. And the reason was obvious that the central banks tried to fight the adverse effects of the crisis. So, and that's the reason why interest rates dropped substantially. And at the same time, you see the red line, the green line, that the robot adoption measured by robots per 1,000 workers and increased since the mid-90s, but it started to increase again after the financial crisis. When you look at France, you don't see this actually. After the financial crisis in France, the robot adoption declined actually, in contrast to Germany. In contrast also to other European countries, except Japan had a decline. But France is an exception for the European countries that robot adoption declined. So as a result, the firms in rich countries reshored production back to their home country and invested in robots instead. So after the financial crisis,
robots and global value chains became substitutes. So what happened is basically when the financial crisis happened in Germany, firms have already accumulated enough robots so that the production process was already sufficiently robot intensive. So the firms could as well relocate production back from the low wage country like China back to Germany, the high wage country, because labor costs didn't matter that much anymore. And the financing was cheap, so they did it. And we illustrate this with this regression discontinuity plot. So on the left, in the left diagram, you see the situation before the financial crisis. In the right diagram, you see the situation after the financial crisis. And what you basically see before the financial crisis, the change in robots per 1,000 workers, the robot adoption, and the adoption of global value chains were positively loosely linked. But this relationship is actually not very statistically significant. But after the financial crisis, the relationship became negative. So a sector that had more robots invested less in global value chain. So there was they became substitutes. Both ways, global value chains and robots are two ways of lowering your production costs, but the more robot intensive the sector was, the less it favored global value chains after the financial crisis. So with COVID, this trend is accelerated and it leads to deglobalization. So what we do is we use the data from the financial crisis to assess the impact of the COVID crisis on global value chains. And basically what we argue is that the COVID crisis is an enormous uncertainty shock. And this shock is similar to the financial crisis shock in 2008 and 2009, because between 2008 and 2012, the World Uncertainty Index increased by 250%. And this index has been developed by Stanford researchers, and it basically measures the word uncertainty or synonymous for uncertain in economic papers. And the higher the frequency of the word uncertain, the more uncertain are the economic agents in the market. And this uncertainty index has been developed for more than 40 countries in the world. So what we do is, what we find is that the COVID crisis lowers the global value chains by 35% and increases robot adoption by 76%. Now the 76% is large because the number does not take into account that with more uncertainty, firms invest less, and when they invest less in robots. So this number is not the final number that you get for robot adoption. And basically we get this result by assuming that the World Uncertainty Index is increasing by 300% in the COVID crisis. And the reason why we assume 300% is because in the SARS crisis in 2001, 2002, which was a local epidemic, not a global epidemic as the COVID crisis, the World Uncertainty Index rose by 70%. And we furthermore assume that the interest rates are lowered by relative to hourly wages by further 30%. We are assuming it's not more because interest rates were already very low when the COVID crisis were hitting. So supply chains became less profitable because they became less uncertain. So firms had to worry that they get the input that they needed for production.
But now in the COVID crisis, there was another reason why supply chains became less profitable, and that was transport costs. So basically the cost of a container shipping goods from Asia to Europe and the US has increased 8-fold in the pandemics. So remember, the reason why firms relocated production to Asia was because wages there were much lower than at home, inclusive of transport costs. But when the transport cost rises that much, as they did in the COVID crisis, then the wage differential between China and France disappears. And therefore, the supply chain stops to be profitable. And this World Container Index shows the increase in transport cost over time in that pandemic. In addition, we have a survey that has been undertaken by the IFO Institute on supply chains. And what comes out in this survey among German manufacturing firms is that 19% of German firms plan to reshore production back to Germany. And of these, 12% will acquire inputs from German input supplier, and 7% will vertically integrate and produce the input in-house in the firm organization. So what I conclude from this is that deglobalization is here. Will productivity suffer from this? Will we grow less because globalization was an engine of efficiency? So the answer to this question depends whether the switch from supply chains to robots is going to lower productivity growth, yes or no. And that depends on whether robots create larger productivity gains than supply chains. So we have empirical evidence about this. So what's the empirical evidence? One empirical evidence we have is a study that I have been undertaking with unique data on German production network to Eastern Europe. I actually presented this study around this time, actually, at the French Senate, because they were very interested about why Germany was so successful. So basically, what comes out in this is that German supply chains with Eastern Europe created strong productivity gains, which led to Germany's super competitiveness. So global supply chains were an engine of efficiency and per capita income gains, because the most important factor that explains per capita income growth in a country is productivity. So what about productivity gains from robots? Here, the outcome depends on what firms do with the robots. So it's more tricky. So what do the firms do? Do the firms use the robot to simply replace the Chinese worker by a German robot? I call that the automation of all jobs with low productivity, or instead exploit the potential that artificial intelligence offers and create entirely new jobs with rapid productivity growth. So here we have a study by two economists from the United States, Acemoglu and Restrepo, and they have done a study that looked at the race between the pace by which all jobs are destroyed and new jobs are created by the technology. And so basically what they find when they look in the period between 1947 and 87, that what you see, the blue line shows that the pace by which new jobs were created, and the red line down was the pace by which old jobs
were destroyed. And basically what you see is that there was a balance between the two. The technology created as many new jobs as old jobs were destroyed. But now when you look at the more recent period of the last 30 years, you see an imbalance. The blue line is flatter than the red line, which is much steeper. So basically what that says is that the pace by which new jobs were created was much less than the pace by which old jobs were destroyed. So basically in the last 3 decades, automation of old jobs has far outpaced the creation of new jobs. And basically this is the reason why, which explains the productivity puzzle that we are observing in rich countries since 2005. There is this puzzle because we are in a period of revolutionary technology in which we have artificial intelligence, and at the same time, the productivity isn't growing. So it's less than 1% or even smaller for some of the countries like Germany. So, and the reason is this. The reason is that the firms did not use the full potential of this technology. They replaced you. So remember, look at this. So when you go to the airport and you come in, you used to be confronted with a person that did the check-in. Now you do a check-in by the machine. Now, this obviously is an increase in productivity, but not very much, you know, there is some productivity gain, but not very much. Now, that's an explanation of, an explanation of automation of an old job that creates little productivity. The other one, the creation of new jobs that exploits the potential of artificial intelligence would be, and I give you now an example of my own institution, the university. Now, with artificial intelligence, you could use the technology to get a feedback of the individual learning style of a student. And that would require that the university hires more personnel, but at the same time, the dropout rate of students from the university would be much less. That is a stark increase in productivity because you can respond to the individual learning style of the student. So what can be done? That's my last slide. So basically what that suggests is that the government should influence the direction of technical change. It should support artificial intelligence, which creates new jobs with high productivity potential, rather than simply replaces old jobs with low productivity potential. So there should be a premium for firms to think radically. Thank you. Bien. Merci beaucoup, Dalia Marine, pour cette présentation très dynamique. Si j'ai bien compris votre démonstration, corrigez-moi si je me trompe, si j'ai bien compris votre démonstration, et corrigez-moi si je me trompe, en fait, il y a 2 facteurs qui contribuent à faire une économie moderne et productive dans le contexte que vous avez décrit. Le premier facteur, c'est un effort d'investissement important pour conduire cette automatisation avec la substitution, le développement des robots, la substitution au travail humain. Et la deuxième chose, me semble-t-il, c'est aussi un effort de formation de la part des autorités pour pouvoir
avoir une population active qui soit suffisamment formée et dynamique pour pouvoir profiter de ces nouvelles opportunités, ces nouveaux métiers dont vous avez parlé. Est-ce que j'ai bien compris votre démonstration? I think it's not a general push for more automation. It's because if we move the way that the last 30 years have happened, then the problem is if the technology creates less jobs than it destroys, that has the potential of leading to polarization in society, and the society has an interest to avoid this. And therefore, it is important that you give firms an incentive to use the technology so they create jobs rather than they destroy jobs. That will not be possible at any time. But you know, in the moment, there is such an euphoria for the automation story that we should be a little bit cautious, because it could lead to a situation that we will not be able to cope with. Bien, merci pour cette précision. Maintenant, nous allons passer à notre deuxième intervention par Patricia Commun. Et donc, je vais partager l'écran pour pouvoir, pour que vous puissiez suivre sa présentation. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Oui, je vous remercie beaucoup de votre invitation. Ma présentation se situe dans la lignée de ma collègue Dalia Marin, puisqu'elle porte sur un domaine extrêmement nouveau, dont la productivité peut être immense, à condition que les investissements soient colossaux. Quelle est la position des industriels allemands vis-à-vis de l'industrie des semi-conducteurs? Avant de rentrer dans le détail des stratégies industrielles, je souhaitais rappeler ce que sont les semi-conducteurs. Les semi-conducteurs sont développés par une industrie qu'on appelle la micro-nanoélectronique. Il s'agit de circuits intégrés de plus en plus miniaturisés, gravés sur des plaquettes de silicium, ça c'est très important, découpés dans des disques de silicium qu'on appelle wafers en anglais, des gaufrettes de silicium. Et ensuite, ces circuits sont packagés pour former ce qu'on appelle les puces électroniques, les microchips. Une puce électronique est l'objet de procédés de fabrication extrêmement complexes et éclatés dans le monde entier à cause de la complexité des processus de fabrication. On dit aujourd'hui qu'une puce fait quasiment 4 fois le tour du monde avant de parvenir à son utilisateur final. Les semi-conducteurs sont indispensables pour toutes les applications du monde numérique.
les smartphones, les ordinateurs, mais aussi les systèmes de gestion de l'énergie, dont on va avoir cruellement besoin dans la transition écologique, la domotique et bien entendu la voiture électrique et la voiture autonome. Aujourd'hui, les semi-conducteurs, c'est environ 20% des équipements électroniques. Quelles sont les entreprises en jeu dans le secteur de la nano-microélectronique? Il s'agit des fabricants traditionnels de circuits intégrés, appelés IDM, Integrated Device Manufacturers, qui réalisent eux-mêmes toutes les étapes de la conception à la fabrication, en passant par la vente des puces, comme les Américains Intel et Texas Instruments, mais aussi en Europe, le franco-italien ST Microelectronics ou l'allemand Infineon, ou encore le japonais Renesas. À côté de ces fabricants traditionnels, de ces IDM, on trouve les sociétés sans site de production, les fabless, qui conçoivent et vendent leurs puces, mais sous-traitent leur fabrication à des fondeurs, des fonderies. On parle ici de NVIDIA, de Qualcomm, de AMD, de ATI et de Apple, bien sûr. Et troisième type d'entreprise en jeu dans le secteur donc, de la nanomicroélectronique, les sociétés de fonderie, les fameuses foundries qui fabriquent les fameux disques de silicium, les fameux wafers, à partir des plans de leurs clients. Et c'est là qu'on trouve le grand taïwanais TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing and Co., UMC, United Microelectronics Corporation, and Global Foundries. Donc, 3 types de sociétés, et c'est important de le comprendre pour comprendre la crise. Voilà. Et dans quelle mesure ou quelles industries sont touchées par les pénuries, avec quelles conséquences? On est dans un secteur qui est en révolution technologique permanente. Ça veut dire que le coût de la recherche et de la fabrication est astronomique. C'est ces problèmes de coûts qui ont conduit les entreprises en France, ST Microelectronics, et en Allemagne, Infineon, à externaliser ou à mutualiser les coûts. Aujourd'hui, nous avons, je le répète, en Europe, 2 fabricants de dispositifs intégrés qui gèrent la conception et les produits, ST Microelectronics, et qui est le leader mondial des systèmes sur puces, avec sa fab à Grenoble, Kroll, et Infineon, le premier fournisseur mondial allemand de semi-conducteurs de puissance, avec une part de marché mondiale de 18,5%. Cependant, ces entreprises sont en difficulté. Pourquoi? Parce que ce sont les fonderies qui nous manquent en Europe. En Asie, ces fonderies, je rappelle que la plus grosse est TSMC en Thaïlande, ont été en difficulté à la suite de la crise Covid. On a eu des interruptions de la production répétées à cause de la maladie, mais aussi des difficultés de transport par avion passager, parce que, comme vous le savez, on a eu beaucoup moins de vols
de vols passagers et dans la mesure où ces petites puces sont transportées par les avions passagers. Donc, l'industrie automobile allemande qui commande ces puces électroniques à, par exemple, Bosch ou Infineon, ne reçoit pas ces pièces. Pourquoi? Parce que Bosch et Infineon sont eux-mêmes dépendants de ces fonderies, des gens qui fabriquent donc les fameux disques sur lesquels qui vont être découpés et sur lesquels vont être gravés ensuite les fameux semi-conducteurs et puis packagés et mis en forme pour être transformés en puces. C'est ainsi que l'industrie automobile allemande a vu sa production stoppée pendant plusieurs semaines. On sait que la filiale Opel d'Eisenach est fermée jusqu'en janvier 2022. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, de l'importance des semi-conducteurs, aujourd'hui, il y a plus de 2000 semi-conducteurs dans une voiture moderne. La Mercedes S en compte très exactement 2444. C'est énorme. Ce sont des capteurs, ce sont des senseurs, ce sont donc des pièces qui sont essentielles dans la conception des voitures modernes et qui le deviendront encore davantage dans toutes les voitures électriques. Parallèlement à ce manque et ces problèmes de transport qui ont été évoqués aussi par ma collègue sur le problème aussi de l'explosion du prix des transports internationaux, on a aussi un problème de mise en concurrence de l'électronique grand public avec le besoin de l'industrie automobile allemande. Les deux industries ont besoin de puces électroniques ou de semi-conducteurs et comme le télétravail a explosé, l'électronique grand public a trouvé davantage d'acheteurs dans la période des confinements, les principaux clients des fabs, qui sont Apple, qui sont l'électronique grand public, ont pris en quelque sorte la place du marché automobile et ont disparu pendant plusieurs mois. Il faut savoir également que l'automobile, c'est seulement 13% de la clientèle des fabs, des fameuses fonderies. Et par exemple, 4% des clients de TSMC. Donc, si vous voulez, l'industrie automobile a été sous le triple choc depuis quasiment 2 ans maintenant, du Covid avec les arrêts de travail, les confinements, etc., du choc de la pénurie des semi-conducteurs, de la transition écologique et de la concurrence chinoise. Ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, mais disons que ces chocs sont absolument spectaculaires. Quelle a été la réponse des pouvoirs publics et des industriels à ce choc? La presse allemande a fait état des pressions qui ont été faites par le ministère de l'économie allemande sur le ministère de l'économie thaïlandais. Malheureusement, ce n'est sans doute pas cette pression politique qui va pouvoir résoudre le problème dans l'immédiat. Parce que même si les Thaïlandais avec TSMC sont de bonne volonté, il faut compter de 3 à 6 semaines pour monter en puissance dans un cycle de production, même si tout est en place. Pour construire une nouvelle unité de production en fab, il faut 1 an. Et nous pouvons rappeler que le ministère de l'économie thaïlandais a reçu les mêmes coups de fil de la part des Américains, que la part du marché de TSMC pour l'industrie automobile, c'est seulement 4%.
Donc, la solution n'est sans doute pas dans la pression faite sur les Asiatiques, mais dans la décision qui a été prise bien en amont du Covid par un certain nombre d'entreprises en Allemagne de construire des fabs modernes et compétitives en Europe. On est en train, je vais vous donner quelques détails, quelques preuves de cet état de fait, de s'engager dans la course à la production de wafers, c'est-à-dire de ces disques de silicium à la circonférence la plus grande possible. On parle de 200 mm, puis 300 mm, on parle aujourd'hui même de 450 mm, pour servir donc de support à la construction des semi-conducteurs qui est déjà effective grâce à des entreprises comme Infineon ou Microélectronique. Le problème, c'est que chaque unité de fab, chaque unité de fonderie, vous savez, ce sont les fameuses salles blanches où aucune poussière, aucune vibration ne doit entrer. Donc, ce sont des endroits où justement humains et robots collaborent, coopèrent. Vous avez chaque unité de 300 mm coûte entre 2 et 3 milliards d'euros pièce. À cela, il faut ajouter 20 à 24 milliards d'euros en R&D pour les équipementiers. Les prochaines fabs dont on parle coûtent, pour le 450 mm, coûtent entre 20 et 25 milliards d'euros pièce. C'est énorme, les investissements sont énormes. Il faut songer aussi que le gouvernement sud-coréen investit 450 milliards pour la construction de fabs supplémentaires en Corée du Sud pour les années à venir. Mais les Allemands s'engagent et répondent aux défis. Comment? Eh bien, en investissant sur le site Allemagne, Standort Deutschland. La question qu'on peut se poser, c'est que s'agit-il d'un retour à l'intégration, c'est-à-dire va-t-on avoir non plus 3 types de producteurs dans la nano-microélectronique, comme je les ai cités en début, mais va-t-on avoir des producteurs de logiciels qui se lancent dans la fonderie, par exemple, ou des fondeurs qui, inversement, se lancent dans la production de semi-conducteurs. Alors, il existe des exemples impressionnants déjà. Infineon, le fameux producteur allemand donc, de semi-conducteurs, a construit à Villach, en Autriche, une nouvelle fab, donc une fonderie, qui vient d'ouvrir en septembre, et cette fonderie produit des tranches de silicium à 300 mm. Ils ont un train d'avance, je dirais, sur celle de Grenoble, celle de Microelectronics, bon, qui est seulement aux 200 mm. Le fabricant allemand de puces électroniques, Infineon Technologies, veut capter 30% du marché des composants en carbure de silicium à l'horizon 2025. 30% du marché des composants en carbure de silicium. Qu'est-ce que c'est que le carbure de silicium et qu'est-ce que c'est que ces composants en carbure de silicium? C'est ce qui va permettre d'équiper les flottes de véhicules électriques. Infineon a investi entre 1,2 et 2,4 milliards dans sa firme de Dresde. Le semi-conducteur fabriqué à Dresde serviront pour le secteur de l'automobile, mais aussi pour l'éolien et le solaire. 2800 à 2900 créations d'emplois y sont prévues. Il faut noter que l'industrie est
ce type d'industrie est porté par ce qu'on appelle les utilisateurs finaux. C'est parce qu'il y a une forte volonté de passer au tout électrique en Allemagne, parce que la transition écologique signifie avant tout en Allemagne un progrès immense en termes d'efficacité énergétique, que ce type d'investissement a toutes ses chances de devenir rapidement rentable. Mais ce qui est nouveau dans le capitalisme allemand aujourd'hui, c'est que ces entreprises demandent l'aide de l'État, demandent des aides publiques. In fine, on demande 25% d'aide publique pour construire sa nouvelle fab à Dresde. Autre chose nouvelle aussi, enfin, c'est nouveau sans l'être, c'est que les Allemands font profondément confiance au capitalisme international. On avait déjà un fabricant de disques en silicium à Munich, il s'appelle Siltronic. Qu'est-ce qui s'est passé avec Siltronic? Il a été racheté en partie par Global Wafers de Taïwan. Le rachat ou la proposition de rachat de parts, 57% des parts vont aller aux concurrents Global Wafers de Taïwan. La presse s'en est émue, le monde politique s'en est ému, mais sans doute que cette reprise se fera. Parce que ce qui compte pour les Allemands, c'est d'avoir sur le sol allemand une fabrication de ces fameux objets essentiels, donc fabriqués par la fonderie, les tranches de silicium. Et puis, je terminerai sur un dernier exemple assez spectaculaire, c'est que en Allemagne va être bâtie ou est en train de se bâtir la première usine chinoise en Europe. Il s'appelle CATL, Contemporary Amperex Technology & Co. C'est l'un des leaders mondiaux dans la fabrication de cellules et de batteries. Elle va se construire, elle est en train de se construire près d'Erfurt, dans le Land de Thuringe. La production, je dirais, elle est quasiment terminée, même la production devrait débuter début 2022. Aujourd'hui, CATL est l'un des fournisseurs de l'automobile européenne, l'industrie automobile européenne, comme à l'instar de BMW, avec qui il avait signé en juillet 2018 un contrat pour la fourniture de batteries et de cellules à hauteur d'1 milliard d'euros. Et parmi les partenaires de CATL, on trouve Volkswagen, Daimler, Volvo, Renault et Bosch. Le problème du passage à le véhicule électrique va être résolu en Allemagne. Grâce à la mise en valeur du site Allemagne et grâce à l'ouverture à un capitalisme mondial. On ne se ferme pas, on n'a pas peur de la concurrence chinoise, mais on continue les alliances, on continue la coopération internationale et mondialisée sur le sol allemand. Je vous remercie de votre attention. Bien, merci beaucoup, Patricia, pour cette présentation qui complète à travers une autre entrée, une autre approche, celle qu'a faite Dalia Marine. Je pense, je vais inciter à nouveau les participants à poser des questions pour animer la discussion. Et en attendant, j'aurais tendance à poser à nos deux intervenants, et peut-être que Dalia pourra ensuite réagir à ce qu'a dit Patricia et le compléter. Mais j'ai une question à nos deux participantes, qui est que, en fait, en vous écoutant toutes les deux, j'ai une question, moi, qui me paraît quand même assez importante, qui est de savoir dans quelle mesure ces mutations de chaîne de valeur ou ces mutations technologiques et industrielles que vous avez évoquées, dans quelle mesure ces mutations se posent à l'échelle de l'Allemagne ou à l'échelle de l'Union européenne. Parce que finalement, la question à laquelle on est confronté n'est pas simplement, de mon point de vue, une question strictement économique, mais c'est aussi de plus en plus une question de standard et une question politique.
qui est aussi lié au risque de, parce que je pense que ce sera un facteur qui va jouer de plus en plus, le risque de découplage entre les économies américaines et chinoises. Et je pense que ces transformations de structure auront aussi un impact. Et ensuite, on voit bien que, indépendamment de la relation entre les États-Unis et la Chine, il y a aussi le fait que Taïwan est une zone extrêmement, je dirais, sous pression de la part de la Chine, et que c'est donc une région qui est soumise à un risque géopolitique, et que de ce fait, il faut aussi peut-être, lorsqu'on est très dépendant de ce qui est fabriqué à Taïwan, anticiper cette situation. Alors, je vais peut-être d'abord donner la parole à Dalia Marine pour réagir à ce qu'a dit Patricia et à la question que j'ai posée. Ensuite, on reviendra sur Patricia. Yes, I very much like the details in which you have been describing what is happening actually in the semiconductor industry. For instance, so there is one issue is how do you save the car industry in Germany? You know, that's a big question because the car industry goes through a big transformation and it's now electrical, but tomorrow it's going to be a computer on 4 wheels. And Germany is not very good in this, in the computer part of the car. And it wasn't good in electrical batteries either. So it was about to lose its competitive advantage. Its competitive advantage it's really serious. It's serious business, you know. So it so happens that we have the European Recovery Fund that now a big part of the European Recovery Fund goes into securing battery cell production in Europe. And with it comes money to the federal government in East Germany, because most of these battery cell firms are going to be located in East Germany, actually. So it's Kettle and it's Audi and it's Daimler, all of those are in East Germany. And the reason why they come now to East Germany, which is basically has been suffering 3 decades of deindustrialization after the fall of communism, is because they suddenly get money, because East Germany is has a big region in coal. So they get funds to go out of coal and to invest in something new, in green technology, and that is battery cells. So suddenly the federal governments have the funds, together with the German government, to subsidize firms to come over to this region. And that makes these regions suddenly so attractive, in spite of the fact that they were not so attractive in the past because of higher wages than in Eastern Europe. You see what I mean? So, and then the other reason why I liked what you said is because in the COVID crisis, the firms were asking, how do they deal with the uncertainty of COVID? How do they insure against a shock like that in the future? Because they understand that this shock is not going to be the only one. So there is going to be future global pandemics, and there is going to be future climate catastrophe, which make the delivery of these input goods less certain, you know? So they are asking themselves, how should they produce in the future? And there are basically 3 ways in which a firm can respond to this uncertainty. One is that what I described before, that they reshore production back to their home country or into their home firm. The other one is that they diversify more. And the third one is that they move away from the just-in-time to the just-in-case production. So they're building up inventories. Now,
the building up inventories and producing yourself, reshoring, the firm has the right incentives to do it. I mean, they don't need the government. But in the diversification strategy, they need the government because, as you just described, they don't have the foundries around that they can diversify from Asia, as we have been seeing. Actually, the Taiwanese lockdown, so the crisis in the semiconductor industry was not only caused by COVID, it was also caused by a natural disaster because Taiwan had a how do you say, a drought. So yeah, so it's important that the government steps in to make sure that there are enough suppliers on the world continents. Now, you need to work with the United States because it's not enough to have these firms in Europe. You also need them in the United States because if Europe is hit, you want to have a substitute, you see? So it's important for diversification to make sure that there are enough suppliers on different continents. So, and that's why I think that the European Commission has now an initiative to try to build up this in Europe. And they also agreed with actually the United States at the G7 summit that was just happening, that they are doing this together. So actually Intel, you know, Intel now wants to produce several semiconductor firms and the firm, there was a debate in Germany about TSMC because they wanted to invest in Germany. And there was a debate, should we subsidize this? Should we do this or not? I was in favor of it because, I mean, it's in the diversification strategy that you want to do this. Oui, tout à fait. Donc, je vous remercie beaucoup d'appuyer par des exemples. Vous avez cité Intel. Vous connaissez sans doute le projet d'Intel d'investir dans une super fab à Gelsingen, près de Munich. Et Intel, qui a déjà des systèmes des producteurs de logiciels, aura une fonderie et donc aurait un système intégré qui le permettra de devenir un jour un constructeur automobile. C'est une révolution. Et le projet de Gelsingen a des chances de voir le jour, mais il coûte la bagatelle de 95 milliards de dollars. C'est énorme. Ce que vous avez, l'argent qui part dans la poche des constructeurs de cellules électriques, etc., pour les batteries électriques, ce n'est pas forcément des Allemands ou des Européens. Et bon, par exemple, Tesla, qui va fabriquer des cellules, des batteries électriques dans sa grande Gigafactory, a reçu des fonds de l'Europe. Donc, c'est un Américain qui reçoit l'argent des Européens. Bon, moi, ça ne me choque pas non plus, mais il faut le savoir. Et puis, dernier point, aussi, vous avez raison de rappeler que tous ces jeux d'aide politique, de subventions, etc., va favoriser le développement de l'ex-Europe de l'Est et de manière fabuleuse. Ça veut dire que toute la géographie industrielle de l'Allemagne est en train de changer. C'est étonnant. Et puis, imaginez que tous ces gens-là, les gens qui font des fonderies ont besoin de courant, enfin, pour faire fondre du quartz. Pour arriver, il faut des fours, ce qu'on appelle les fours à chaume, qui chauffent à plus de 2000 degrés. Il faut un courant énorme. Donc, comme on avait du mal finalement, bon, c'est une hypothèse mais, que je fais là, mais on avait du mal à apporter le courant jusqu'aux entreprises automobiles dans le sud de l'Allemagne, il sera peut-être moins loin d'aller les apporter au centre de l'Allemagne et dans les nouveaux Länder. Donc, je pense que on est dans ce que j'appelle une révolution industrielle et puis une explosion de la géographie industrielle. It's called Silicon Saxony, it's called. Bien, merci. Donc, en fait, je regarde les questions qui commencent à arriver
Et je reprends une de celles que je viens de voir là. Finalement, les projets lancés par la Commission européenne jouent-ils un rôle dans le domaine des semi-conducteurs? Et je serais tenté de dire, après vous avoir écouté, est-ce que finalement, on atteint avec ces projets une masse critique suffisante, ou bien est-ce qu'au contraire, ça reste entre les mains de financeurs que l'on peut trouver, y compris étrangers, parce que les masses d'investissement à lever sont considérables. Et je reviens aussi à la question que j'ai posée précédemment, à savoir, est-ce que, in fine, compte tenu des investissements qui sont nécessaires, est-ce que l'échelon européen ne s'impose-t-il pas comme l'échelon pertinent pour avoir au moins en Europe un certain nombre d'unités, je dirais, de points critiques absolument indispensables pour alimenter la chaîne de valeur, notamment comme l'exemple des fonderies que vous avez indiqué pour les semi-conducteurs? Ça, certainement. Alors, l'échelon européen, oui, pour arriver à une masse critique d'investissement. Ce sont les industriels eux-mêmes qui demandent à corps et à cri de l'aide publique, parce que les investissements sont énormes, mais c'est de l'ordre de à peu près 25%. Bon, et bien sûr, c'est insuffisant, mais c'est une partie tout de même non négligeable des investissements nécessaires. Alors, le problème, c'est que, si on peut le considérer comme un problème, mais il ne faut pas à ce moment-là se limiter à l'idée d'une industrie de la nano-microélectronique purement européenne, parce qu'il faut favoriser le sol européen, les lieux, pour refaire des clusters qui vont permettre de fabriquer les véhicules électriques, qui vont permettre de prendre le virage de la transition écologique. Et ces clusters, malheureusement, malheureusement ou heureusement, ça dépend de quel point de vue on se place, mais ils sont plus en Allemagne qu'en France. Ceci étant, vous savez comme moi que les constructeurs de véhicules électriques français, italiens, allemands se sont unis en faveur d'une plateforme avec l'industrie microélectronique. Donc, il y a des tentatives qui sont faites, même si les fonds sont insuffisants, ils sont tout de même nécessaires. I just wanted to add that there is nothing wrong to have foreign firms do the investment. You see, for instance, the firm Kettle is a Chinese firm that is a world leader in battery cells. So it's fine if they come, you know, it's not the same investment as the investment of the Chinese in KUKA, you know, because the Kettle firm, this is Chinese technology. They bring technology to Germany. You see, it's fantastic, you know, and it's good. So why not? I mean, we should attract this. I'm not I don't know how much subsidies they got to come. I don't know. I'm not informed about this, but actually I think it's a good idea. So you shouldn't be worried about foreigners investing in your country. If they don't steal your technology but bring technology, why not? I mean, fantastic. J'aurais tendance à poser une question un peu provocatrice lorsqu'on a affaire à des interlocuteurs allemands. C'est finalement, qu'en vous écoutant, est-ce qu'on n'est pas amené à considérer qu'une politique industrielle européenne ferait sens pour pouvoir gérer, accompagner ces évolutions? Ce d'autant plus que, comme l'a souligné Patricia Comin, dans un certain nombre d'activités, il faudra non seulement envisager le développement de structures pour ces nouvelles technologies comme les microprocesseurs, mais il faudra aussi la coupler avec de nouvelles sources d'alimentation en énergie. Et donc, si on considère que dans 15 ans,
où il y aura bientôt plus d'énergie fossile, mais qu'il faudra produire, utiliser soit des renouvelables et notamment de l'hydrogène, il faudra quand même coupler ces deux considérations de production de biens avec la fourniture en énergie. Et donc, ça implique quand même de considérer tout ça dans un ensemble et aussi, comme on l'a dit, au regard des montants en investissement qui sont considérables. I know, I skipped this. Je crois que c'est une question extrêmement délicate, mais il y a une différence tout de même entre mettre des fonds à disposition et laisser la décision aux gouvernements nationaux ou même régionaux en Allemagne, et puis faire une politique industrielle au niveau européen qui supposerait une connaissance de la stratégie des entreprises, qui supposerait un système beaucoup plus directif dont je pense que les Allemands ne veulent pas. Je dis les choses clairement, je ne pense pas que ce soit possible dans la situation actuelle. Et puis, disons aussi que malheureusement, nos grands producteurs de microélectronique, ST, donc franco-italiens et Infineon, sont des concurrents plutôt que des entreprises complémentaires. Donc, le jeu du capitalisme fait que ça me semble difficile de l'envisager. Bon, je pense, s'il y a des projets dans le franco-allemand qui peuvent être possibles, par exemple dans l'exploitation du gisement formidable de lithium qu'on a dans la vallée du Rhin, qui est le premier gisement mondial à ce jour connu, et qu'on pourrait envisager d'exploiter français et allemand de concert, et jusqu'à présent, on ne l'a pas fait. Il y a eu une entreprise australienne qui a été commanditée par les Allemands, qui est allée du côté allemand, et puis une entreprise en France qui a provoqué des secousses sismiques en Alsace. Bon, je fais un peu d'ironie, mais je pense que là, on aurait intérêt peut-être à travailler ensemble dans la vallée du Rhin, peut-être. Mais sur des projets à ce moment-là, quant à faire une grande politique industrielle européenne, je ne suis pas sûre encore que les industriels allemands y soient prêts, ouverts. So actually, the way I think that the European Recovery Program works is it's a bottom-up process in which the countries are making the suggestions to the Commission what they want to do with the money. So it's not like the European Commission is like a central planner delegating, ordering what needs to be done, but it's a bottom-up process, which I think is a good idea. And so I think if there are projects that the French and the Germans find a good idea, since it's a bottom-up process, maybe the European Commission can even act as an intermediary if there is a direct link between Germany and France, which I doubt because there are direct links between Germany and France. So, but I'm not so worried about this because the process is a bottom-up process. It's not, yes. I fully agree with you. It really should be, it should stay a bottom-up process, really. En fait, je vais, pour prolonger notre échange, je vais reprendre un certain nombre de questions qui viennent d'être posées par nos participants. Et il y en a deux que je vois là qui sont, je dirais, deux questions qui sont complémentaires et qui portent sur la façon de considérer les investissements étrangers par rapport aux investissements européens. Et donc, je vais les énumérer toutes les deux. En matière d'investissement dans les secteurs que nous venons d'évoquer, n'y a-t-il pas une différence entre des investissements provenant d'investisseurs étrangers strictement privés et des investissements réalisés par des entreprises
avec des liens capitalistiques ou de gouvernance directe avec un État. Et l'autre question qui est complémentaire de la première, le comportement des investisseurs chinois dans l'industrie et l'industrie agricole européenne au cours des 10 dernières années ne pousse pas à l'optimisme. Le capitalisme chinois en Europe est un problème. Donc effectivement, il y a bien une question qui est posée, qui a trait à la façon dont on voit la globalisation, la mondialisation, à savoir qu'il y a des investisseurs qui obéissent à des logiques de marché, à des logiques privées, je dirais, pour leurs actionnaires, et il y a des investisseurs qui sont potentiellement des agents, ou en tout cas qui peuvent devenir des relais d'un État étranger, et dont le comportement ne sera pas, je dirais, lié à des considérations de marché, et ce qui peut poser un problème au bout d'un moment, surtout si on laissait ces investisseurs prendre le contrôle, ou en tout cas développer des points critiques dans la chaîne de valeur de certaines technologies qui nous sont essentielles. Alors, je ne sais pas si vous voulez réagir à ces deux questions. Yeah. I just read in the New York Times 2 days ago, there was a debate about how the Americans missed out vis-a-vis the Chinese in Congo about the cobalt mines, you know, because the Americans sold to the Chinese 2 cobalt mines, Congo is the major country with cobalt, and cobalt is a very important input for battery cells. So that shows you. So the Americans just sold it to the Chinese, and that's a way. The Chinese were very strategically thinking about the future and investing in it, in spite of the fact that they produced a big deficit at that time. But there was a debate: how could America have fallen in this trap? Because they had no plan. They had no plan. I think that's. I think the Chinese are very good in strategic thinking, so that's their comparative advantage. They are thinking very strategically. Another example is the university. You know, there is the Shanghai Index, which gives a ranking of the universities. And this was generated by the Chinese. They produced this Shanghai Index. And the reason why they did it is because they wanted to send their best students to the best universities in the world. So how would they know which ones are the best universities? So they created the Shanghai Index. So this just shows you how strategic they think. So, but on the other hand, I think we should think about it, whether you want to have a state-owned enterprise with the government in back competing with you. It might mean that we have to subsidize too. It might mean that in particular, if it's a new technology and the Chinese get government subsidies in a sector which is a technology which is in which there is a learning curve, because in artificial intelligence, when you produce more data. When you produce more data, your algorithm becomes better. So you learn. So this is a big advantage. So a subsidy in a sector which is a learning sector makes a lot of sense, you know, and therefore in some sectors we might, you know, we have just introduced avoided tax competition in the world by having this tax agreement, just a global tax agreement to avoid tax competition. We might be in a situation where we have subsidy competition, you know, because in particular, when you have a technology that has these steep learning curves,
it is an issue that you have to consider. You see what I mean? But basically, I'm happy with Kettle, the Chinese farm that came. I'm not so happy about KUKA. So it's a decision you have to do individually, and there is no general answer to this. You know? Oui, exactement. C'est une question très difficile à répondre de manière générale. Il faut distinguer sans doute entre l'accès aux matières premières, sur laquelle finalement l'Europe devrait avoir une réflexion stratégique, si possible, l'accès au cobalt, au silicium, qui est beaucoup plus répandu, mais au lithium. Mais si on prend justement les exemples du silicium et du lithium, le problème, ce sont moins les Chinois que les écologistes en Allemagne. Parce que qui est-ce qui empêche d'utiliser des fours à très haute température? C'est le prix de l'électricité. Pourquoi le prix de l'électricité a été multiplié par 2 en Allemagne? C'est qu'on a une transition écologique à marche forcée qui n'avance pas suffisamment parce que le courant n'arrive pas à être transporté par les lignes depuis le nord jusqu'au sud sur 12 000 km de transport, de voies de transport. On n'en a que 1800 construites à cause d'oppositions locales diverses, etc. Donc là, bon, on aura un gisement de lithium qu'il faudrait exploiter avec de la géothermie dans la vallée du Rhin, mais évidemment, vous allez avoir le bouclier levé des écologistes en Allemagne et en France. Donc, on a des sources naturelles, on en a des sources d'énergie, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas les Chinois qui vont venir nous les voler. Et puis, je rajouterais aussi que les Allemands sont coutumiers de la coopération avec les Chinois au niveau de la recherche, puisqu'il y a un centre de recherche germano-chinois qui s'est construit en Allemagne. Donc, les chercheurs chinois et allemands sur les questions de la construction de des carrosseries ultra légères pour les voitures électriques, se sont faits par des Chinois et des Allemands. Et aujourd'hui, les Chinois ont à nous apprendre des choses. Ils ont progressé. Et je terminerai aussi en disant que les investissements allemands en Chine sont bien plus importants que les investissements chinois en Allemagne. Donc, Volkswagen investit la moitié de ses investissements en Chine. Donc, c'est un problème beaucoup plus global que le fait de regarder spécifiquement la prise de pouvoir d'un concurrent chinois en lien avec l'État chinois sur le sol allemand. C'est beaucoup plus complexe que ça. There is actually no economic rule that says that the technology balance has to be balanced, you know, that the amount of investment that comes from China to Germany has to be the same as the German investment in China. There is no such thing. So the Germans invested there because they had a comparative advantage in that, and the Chinese wanted it. So yeah. No, I agree. The Chinese, if the Chinese come and invest, it's fantastic. If they have a technology, if they have a know-how, and they have in many areas achieved the know-how, so why not? Go with it. Pour finalement faire le tour de l'ensemble du problème ou de la question, comme nous en débattons depuis le départ, j'aurais tendance à vous poser à la fin des questions relatives à l'impact macroéconomique de ces mutations. C'est-à-dire, est-ce que ces évolutions de robotisation sont susceptibles, finalement, d'une part, d'avoir un effet sur l'inflation en Europe? Et deuxièmement, est-ce que, compte tenu du problème de productivité qui est assez largement relevé par les économistes en Europe,
en particulier dû aussi à la, je dirais, à la structure démographique et aux pénuries de main-d'œuvre? Est-ce que finalement, ce processus de robotisation, d'industrialisation n'est pas un moyen de augmenter, doper la productivité de l'économie européenne et sa compétitivité par là même par rapport à ses principaux concurrents dans le monde? So let me start with the first question that you have been raising. You know, there is a book which was quite influential that has been published last year, that has been published by the author Charles Goodhart, and with his co-author, I don't remember his name yet. And they argued that basically that if you have deglobalization, for whatever reason that comes, then you will generate inflation. And the reason why you would generate inflation is because if in the past there was no inflation, the great moderation, we didn't have big business cycles and we didn't have big inflation. And the reason is globalization, because globalization suppressed wages and therefore there was no inflation. But now when you have deglobalization and the demographic transformation that produces less, the population growth is slowing down in China as well as in Europe, what will happen is that will bring back the bargaining power to workers, and there will be scarcity of workers, and their bargaining power is going to rise, and therefore inflation is going to rise. Now, I argue against this argument, and the reason is because if firms reshore and invest in robots instead, then actually that can lead to a labor surplus instead of a shortage. And the reason is that what I just showed you before in the graph by these two economists from the United States, which showed that in the last 30 years, robots have been automating more jobs than they created new jobs. And so if that continues, it's more likely that there will be a surplus of workers, and there is no way that we will have any inflationary pressure that I expect. But that's a question. And then the other question is whether the transport sector that is in big turmoil now, whether this turmoil, which increases transportation costs and that increases imported prices, if that is going to change in the future or not. Some argue that the transport sector is in a big transformation and the transport costs are going to be high for some time to come, you know. So that's the question. Très rapidement, il y a tout de même une pression sur les prix du fait des exigences de la transition écologique, de la multiplication par 2 du prix de l'électricité, par exemple, en Allemagne aujourd'hui, du fait de l'explosion du prix des matières premières, des transports, du fait de la pression sur la transformation des grands transporteurs sous la nécessité de la transition écologique. De toute façon, il y a une pression inflationniste à cause de l'urgence écologique qui est énorme, énorme. Vous ajoutez à cela, en tout cas en France, la demande pressante de la population de rattrapage. On ne pose pas les termes, les problèmes en termes d'inflation en France. On parle de pouvoir d'achat. C'est intéressant. Donc, qui dit pouvoir d'achat dit forcément l'intervention de l'État pour rattraper, pour aider les gens à payer leur plein d'essence, etc., etc. Donc, on n'a pas ce même phénomène en Allemagne. Je pense que l'inflation, qui a été observée déjà par les Allemands, risque quand même d'être plus importante en France qu'en Allemagne, à cause du phénomène de rattrapage pour des raisons politiques.
Bien, on a, je pense, atteint la limite du temps qui nous était imparti. Je pense qu'on peut prendre rendez-vous pour une nouvelle conférence qui prolongerait celle-là, qui serait relative aux politiques macroéconomiques d'accompagnement et notamment les spirales salaires-prix. Mais pour aujourd'hui, nous allons en rester là. Je voudrais vraiment remercier nos deux intervenants parce que je pense qu'il y a eu un vrai débat interactif, complémentaire, et c'était une façon aussi d'avoir deux regards sur un problème qui est, ou enfin plutôt une question qui concerne la transition de nos économies en France, en Allemagne et plus largement en Europe, dans un contexte de globalisation de plus en plus compétitif et où les pressions d'origine politique, notamment liées aux différences de systèmes qui se côtoient dans l'ordre international, viennent, je dirais, s'ajouter aux contraintes de productivité qu'on avait évoquées avant. Donc, encore merci pour cette discussion fort riche et animée. Et merci aussi encore une fois à la Fondation Hans Seidel pour son soutien pour l'organisation de cette manifestation. Et donc, je vous propose de nous retrouver prochainement sur une autre série de discussions ayant trait à la mutation du site de production allemand, sujet qui va nous occuper sur l'année 2022 dans le cadre des travaux de l'IFRI-CERFA. Donc, merci pour votre participation et peut-être le plaisir de vous retrouver en présentiel si les situations sanitaires le permettent. Merci et au revoir.